Avant de commencer, d'abord, merci à tous, bien entendu, d'être venus. Alors, je me permets juste, non pas en guise d'introduction, mais même pas de mots d'accueil, de vous dire que nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation qui a été autorisée par la préfecture, par la ville de Bordeaux, dans le cadre de la mise en place quand même de mesures sanitaires, donc qui nous demandent de respecter à la fois des sens de circulation, des distances entre les chaises, le fait de rester masqué. Voilà, on commence à prendre l'habitude, sauf pour prendre le café, bien entendu. Tout a été pensé pour que ça se passe bien, et je remercie tous et toutes de participer à cette précaution que nous prenons, à cette vigilance, voilà, pour cette journée. Alors, je ne suis pas le maître de cérémonie, nous avons un animateur. Madame la présidente de l'URHLM prendra la parole, mais monsieur le maire de Bordeaux va nous accueillir. Que je vous demande d'applaudir parce qu'il nous a fait l'amitié de venir ouvrir. Je vais peut-être enlever le masque pour m'autoriser. Je ne vais pas postillonner. En tout cas, c'est loin. Voilà, c'est loin. Voilà. Oui, voilà. Attendez mieux. Voilà. Alors, Madame la présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine, Muriel Boulmier, Monsieur le directeur général de la Banque des Territoires, Patrick Martinez, Mesdames et Messieurs les bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs, je suis d'abord très heureux de vous accueillir ici dans ce jardin public, qui est un des joyaux de la ville de Bordeaux, et donc c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici pour l'ouverture de la journée « Nos énergies positives au service de la relance » organisée par l'Union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine. Je veux vous dire que je suis aussi ravi d'être parmi vous ce matin. Le thème de cette journée devait déjà être au cœur du congrès national HLM de l'Union sociale pour l'habitat, initialement prévu cette année à Bordeaux. Malheureusement, le contexte sanitaire exceptionnel a contraint de reporter cet événement. J'imagine bien sûr votre déception, tant ce congrès se veut le rendez-vous incontournable de la profession et en même temps que la rencontre entre ce milieu professionnel et son écosystème politique, associatif et économique. Soyez sûrs que nous serons à vos côtés en septembre 2021. Les organismes HLM, partenaires des collectivités locales, sont, c'est pas vous que je l'apprendrai, des acteurs de premier plan de la vie sociale et économique locale. Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, ce secteur gère plus de 300 000 logements, principalement dans les principaux centres urbains. En 2019, les organismes HLM ont programmé plus de 9 300 nouveaux logements, dont près de 500 en acquisition-amélioration, et ont vendu plus de 1000 logements en accession sociale à la propriété. Ce sont également des acteurs dont le rôle dans la transition écologique et solidaire peut être majeur. Et imaginez bien que ce point-là nous est particulièrement sensible. Et c'est à juste titre que le mouvement HLM veut s'inscrire dans la dynamique de la relance. Il a pour cela des atouts, sa capacité d'investissement, notamment en faveur de la transition environnementale, son mode de financement de long terme, sa capacité à faire vivre un tissu économique local en favorisant des emplois non délocalisables, son rôle pour préserver l'habitat de nos concitoyens, parfois les plus fragiles. Je sais le mouvement HLM, également conscient de ses responsabilités dans le cadre d'un contexte de crise à la fois environnementale, économique et sociale, la responsabilité de la transition vers des modes de production de bâtiments plus résilients, vers une consommation foncière plus modérée, vers une gestion des déchets de votre activité plus durable, et vers la mise en place d'un habitat solidaire et social, soucieux de la réduction des inégalités entre nos citoyens. L'après-Covid ne peut que renforcer la place du logement au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Il est un élément essentiel de la qualité de vie, car il conditionne le temps de transport entre la maison et le travail, détermine l'environnement de la vie quotidienne, génère des relations avec le voisinage. Il est aussi une préoccupation majeure lorsque la recherche d'un logement est aussi difficile qu'à Bordeaux, par exemple. Bonjour, Monsieur le Président du Conseil régional.
Pour beaucoup trop de nos concitoyens encore, le coût du logement ne cesse de s'alourdir. Je pense bien sûr aux plus jeunes, mais aussi aux plus pauvres, ou tout simplement aux familles. L'accès au logement doit être au cœur de notre combat pour l'égalité. Les maires sont en première ligne dans le domaine du logement. Pour ma part, je serai attaché au développement d'une politique de logement équilibrée et solidaire. À Bordeaux, le logement doit devenir un pilier de la solidarité urbaine et remplir un objectif de mixité sociale, celle qui est fondée sur la qualité de vie, sur la qualité de ville pour tous. C'est pourquoi, comme je l'ai déclaré lors de ma conférence de presse de rentrée, je serai un maire régulateur avec des propositions concrètes. Ainsi, je souhaite que soit mis en place un bail réel solidaire pour aider à l'accession à la propriété et lutter en même temps contre la spéculation. Bordeaux sera d'ailleurs une des premières villes en France à proposer un bail réel solidaire dans le centre historique. J'ai également souhaité mettre en place un permis de louer pour éviter des locations de logements insalubres. Il sera expérimenté ici à Bordeaux, Côte de la Marne et Côte de l'Isère. Dans certains quartiers, les attentes des locataires sont grandes, nous le savons tous ici. Les principaux griefs, nous les connaissons tous, la qualité des relations locatives, la tranquillité d'une manière générale par rapport au bruit, l'insalubrité, l'insonorisation des bâtiments. J'ai également proposé un permis de diviser, visant à empêcher la transformation de grands logements en petits appartements, en chambres multiples, qui sera quant à lui testé dans les 6 mois à venir dans les quartiers de Codéran, Saint-Augustin et la Bastide. En plus du recensement des logements vacants, pour les remettre sur le marché, nous allons mettre en place l'encadrement des loyers afin de sortir de la loi du marché et de la logique de l'offre et de la demande qui font grimper les prix immobiliers. Validé par Bordeaux Métropole, ce projet expérimenté pendant 5 ans verra la mise en place d'un barème de loyer applicable aux nouveaux baux sur un périmètre défini. Les communes de la métropole qui respectent les critères pourront intégrer, si elles le souhaitent, le périmètre de la candidature métropolitaine. C'est tous ensemble, je crois, que nous devons bâtir une politique du logement et de l'accession sociale de demain au bénéfice de nos concitoyens. Face à une pénurie de logements de qualité, tous les acteurs de l'habitat doivent se mobiliser pour réinventer un modèle dynamique et vertueux de logement abordable, afin de préserver l'équilibre social, environnemental et économique de nos villes. Avant de conclure, je vous donne rendez-vous le 6 octobre prochain à l'occasion de l'inauguration du pavillon Proto-Habitat, ici même au Jardin public. Vous m'excuserez, mais je dois malheureusement vous quitter rapidement, mais ma collègue Emmanuelle Ajon, je ne sais pas si elle est là, mais elle ne va pas tarder à arriver, donc qui est adjointe au maire en charge du service public de logement et de l'habitat, sera parmi vous à la table ronde de 11h. Table ronde intitulée « Les HLM sur tous les territoires ». Je vous souhaite donc une journée riche en échanges et partage d'expériences. Je vous remercie. Je fais le même exercice parce que je ne sais pas vous, mais on a le choix. Ou bien on voit personne parce qu'on a de la buée, ou bien on voit rien parce qu'on n'a pas les lunettes. Alors il faut choisir un moyen terme, et quand on n'a que des propos à lire, eh ben, il faut choisir le plus efficace. Bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui, nous aurions dû ouvrir le congrès HLM de Bordeaux pour parler de la relance. Le virus, toujours présent, a changé le cours des choses. Alors nous, Union régionale des 5 familles du logement social, public, les offices, privés, les ESH, les coopératives, Procivis Crédit Immobilier, qui œuvront pour offrir un logement abordable, locatif ou en accession à la propriété à nos concitoyens, avons décidé de ne pas baisser les bras et de nous exprimer solidaires et acteurs de la relance. Mais avec vous, tous, ici présents, partenaires sans qui l'efficacité ne serait pas au rendez-vous. En notre nom à tous et au nom des 600 000 néo-aquitains qui habitent les logements que nous avons construits dans près de 80% des 3600 communes de notre grande région, permettez-moi de vous dire merci. Monsieur le maire de Bordeaux, merci de nous avoir offert ce cadre prestigieux et emblématique pour notre rencontre. Et merci, surtout, d'avoir accepté d'ouvrir ces travaux.
Nous vous attendions, vous êtes venus. Bordeaux, ville métropole, crainte et enviée tout à la fois, est l'épicentre de la région. Scrutée par tous, vous le savez bien. À elle seule, elle concentre les besoins de logement, mais aussi la demande. Et les interrogations sur la mobilité et les enjeux de l'emploi se joignent à ce concert-là, dont vous êtes évidemment l'acteur central. Nous serons partie prenante à la politique urbaine que vous allez initier, notamment dans la perspective d'une politique foncière sociale que vous avez commencé à esquisser et celle de l'évolution des cadres de vie. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional, partenaire du logement social, au service des territoires et de leurs habitants. En février, nous avons conclu un accord qui soutient notre présence, nous, HLM, dans le monde rural, avec vous, Conseil régional. Et j'ai le ferme espoir que nous nous accorderons bientôt sur l'élargissement de l'emploi des fonds structurels de l'énergie jusqu'au cadre de vie. Madame la ministre, cher Emmanuel Cos, merci d'être là, reconnue par tous les partenaires de ce grand secteur comme facilitatrice de solutions pendant votre mandat de ministre pour recevoir et mettre en œuvre nos objectifs communs et aujourd'hui investis dans notre grande famille HLM. Merci Marcel Rogemont, que je ne... Voilà, Marcel qui est au fond, ancien parlementaire et breton. Ça, je dis ça pour la pluie, vous voyez, bon, bref. Mais aussi très investi évidemment dans la réforme des territoires et président national de la famille des offices. Merci à ceux qui montrent que la Nouvelle-Aquitaine n'est pas que Bordeaux. Je pense évidemment à Catherine Monchin-Sicard, vice-présidente de Limoges Métropole, qui représente Guillaume Guérin, qui est un conseil communautaire, deuxième agglomération de la région Aquitaine. À Adrien Boudous, premier adjoint de Maïder à Rostegui, maire si jolie et emblématique ville de Biarritz. À Pascal Coste, président du département de la Corrèze, infatigable défenseur des territoires qui, avec une détermination sans faille, a fait de son département un territoire numérique alliant modernité et ruralité. Merci à Martine Jardinet, vice-présidente du département de la Gironde qu'on ne présente plus, à Yves Damécourt, conseiller régional, à Hervé Gillet qui s'est joint à nous, sénateur de la Gironde. Merci aussi à Jean-Jacques Pouillobro, excusez-moi, vice-président de Bordeaux Métropole chargé du logement. La métropole, celle qui donne le là, le tempo, les règles, le cadre, à l'unisson avec les autres villes, dont Bordeaux, ce qui me permet de remercier Emmanuel Ajon, adjointe chargée du logement de la ville et qui sera avec nous dans les tables rondes. Un merci particulier à Patrick Martinez, directeur régional de la CDC, avec qui nous travaillons d'arrache-pied, y compris pendant le confinement, parce que nous croyons que le logement est un ensemble vivant où les innovations, au-delà des innovations techniques, ont leur place. Le foncier va avoir une place de choix et Laurence Rouette, qui a mené le SRADET d'une main de maître, alliant concertation et proposition, sera au cœur des débats. Merci à ceux qui représentent nos organisations, ce que nous organisons, qui s'engagent et réalisent pour être là de tous les coins d'Aquitaine. Merci à Emmanuel Emous, directeur de notre UR, et à toute notre équipe qui se sont démultipliés pour cette journée. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Parce que nous y sommes, dans la perspective de cette magnifique maison primée par la Villa Médicis, montée à Casteljaloux, mon département, le Lot-et-Garonne, évidemment, territoire de talent, qui devait être notre totem au Congrès, mais qui est exposé ici et que vous inaugurerez, Monsieur le maire et Monsieur le président du Conseil régional, le 6 octobre, et qui ont été réalisés par Fabien Menu et Frédéric Machelard, et j'ai vu Flavien quelque part ce matin. Vous la verrez à l'heure du déjeuner. Alors nous y sommes donc, vous disais-je. Le gouvernement a mis 6 mois à nous présenter son plan de relance. Et malheureusement, le logement, il y a une place, celle du parent pauvre. Alors nous souhaitons débattre avec vous de ce que nous, acteurs de proximité des habitants et des territoires, nous envisageons pour être résolument des partenaires solidaires de cette relance. Notre mission nous confère le rôle d'amortisseur social. Nous en sommes fiers. Nous hébergeons, nous louons, nous vendons, nous accueillons, jeunes et moins jeunes, dans des logements abordables et confortables.
Le logement est un repère central de la vie de chacun, vous l'avez dit, monsieur le maire. Nous l'avons vécu avec encore plus d'acuité lors du confinement, puisque nous avons rassuré par notre présence les plus fragiles. Cette mission nous confère 2 rôles qui sont interactifs, celle d'investisseurs et d'aménageurs de tous les territoires, du littoral rochelais présent et basque, en passant par la Creuse, le Lot-et-Garonne et les Landes. 1,5 milliard d'investissements par an pour des travaux confiés à l'économie locale, de proximité encore. Je veux saluer la présence de Philippe Rondeau, chef d'entreprise, président de Domo France, mais qui veille à ce que l'emploi soit toujours préservé. C'est conséquent, 1,5 milliard. Et pourtant, les besoins demeurent, en dépit de la crise, en dépit du virus. Nos propositions ne requièrent pas de financement supplémentaire, mais un ajustement et une stabilité. L'ajustement consiste à nous restituer les moyens d'agir. Une TVA à 5,5, comme nous l'avions auparavant, parce que nous sommes un bien de première nécessité, reconnu comme tel par la Commission européenne. La suspension du prélèvement sur nos loyers, en compensation de la baisse de l'APL. Vous savez que c'est 60 millions qui font défaut à la Nouvelle-Aquitaine d'investissement par ce prélèvement. Et puis l'ajustement aussi de ne pas ponctionner 1 milliard d'euros à Action Logement, financeur historique du logement social. La stabilité, c'est assurer une visibilité pour nos organismes. Je lisais, monsieur le maire, que les premières maquettes de la ZAC de Brazza avaient été en 2012, je pense. Ceci pour illustrer le temps long qu'est l'immobilier, qui ne peut se satisfaire de mesures d'année en année. Nous entendons avec joie la gloire des territoires, monsieur le président. Mais qui sont-ils? De l'extrême urbain à l'extrême rural. Et quels moyens pour donner vie à ces intentions largement exprimées? En bref, nous vous proposons d'oser ensemble. Oser défendre des cibles, des priorités, les porter de concert et définir les modalités d'intervention et les financements significatifs, inscrits pour un minimum de 3 ans pour savoir où nous allons. Oser traiter la sobriété foncière au milieu rural en acceptant de démolir au profit d'un habitat confortable du centre-bourg qui accueille locataires et propriétaires avec un PTZ maintenu. Oui, notre patrimoine est beau, mais nous saurons le préserver et accueillir à la fois. Oser traiter la transition environnementale dans une perspective d'habitat au-delà du logement, soutenir le numérique des territoires, les modalités pour préserver les activités, les emplois et les bassins de vie. Nous nous inscrivons ainsi depuis plusieurs années dans cette modernité. Nous voulons aller plus loin, mais c'est avec vous, partenaires et élus locaux, que nous souhaitons porter notre projet, celui d'une relance durable, responsable, solidaire. Notre rôle et notre mission que nous développons au fil du temps, des crises évidemment qui se perpétuent, mais nous sommes une donnée constante, nous investissons de manière constante et nous ne renonçons jamais. Voilà pourquoi, mes chers amis, je tenais à vous adresser ces merci sincères, fraternels, amicaux, pour que nous poursuivions ensemble notre engagement parfaitement résolu. Merci. Tu le répètes pas. Cher Muriel, monsieur le maire, mon cher Pierre, je salue aussi à mon tour Emmanuel Coste, et puis tous les amis qui sont ici, que je ne reconnais pas tous, parce que c'est quand même assez chiant le masque, disons-le, on ne reconnaît pas spontanément tout le monde. Et je salue le président du conseil départemental de la Corrèze, qui est quand même le président des conseils départementaux qui a sûrement le plus de caractère. Comme les Basques. Ouais. Hein? Non, je ne parle pas au Bernay, là. Ah, parfois c'est pire, mais je ne suis pas Bernay, tu sais, moi je viens de plus loin. Bien, comme tout le monde, je vais regretter que nous n'ayons pas pu avoir ce grand débat dans un grand congrès, dans une très grande salle.
c'est un peu dommage. Je ne sais pas comment on pourra avoir un jour en France un vrai débat sur le logement. Je suis pour ma part très surpris. Enfin, Muriel le sait, présidente d'Homo France le sait aussi, Pierre aussi. On est au cœur d'un paradoxe complètement fou. En gros, la France dépense 42 à 45 milliards d'euros sur le logement. Et nous sommes le pays où la flambée des prix et parfois l'éviction, souvent l'éviction, Pierre le disait tout à l'heure, des milieux populaires ou des classes moyennes, puis des classes moyennes, des centres-villes, est le plus marquant versus le mouvement des Gilets jaunes que Jean Viard a parfaitement décrit. Paradoxe qui n'existe pas en Allemagne, qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays ayant des gouvernements parfois très libéraux. Paradoxe qui fait que le marché ne régule pas et que ce sont des produits fiscaux, la défiscalisation immobilière, qui provoquent la flambée des prix du foncier. Muriel parlait tout à l'heure de cette flambée des prix. Et présidente d'Homo France, je ne sais plus si tu étais à l'époque président, mais moi je me souviens d'une réunion qui m'est restée lorsque je présidais la communauté urbaine de Bordeaux, où les organismes HLM viennent me voir pour me dire « Monsieur le Président, il faut que vous multipliez par 12 l'aide au mètre carré d'habitat social ». On était à l'époque sur des mesures fiscales, je ne me rappelle plus le nom parce que chacun a laissé son nom dans cette affaire. Mais comme la France a beaucoup d'épargne et beaucoup d'argent, et comme la défiscalisation a pu être très attractive, il y avait des masses qui arrivaient. Et jusqu'à Saint-André de Cubzac, les offices HLM ne pouvaient pas acheter du terrain pour construire. Et ça ne change pas. Ça a un peu changé, Emmanuel, mais pas trop, pas complètement. J'avais fait la démonstration devant Benoît Apparu lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, justement après cette réunion avec les offices HLM. Benoît Apparu, qui était à l'époque secrétaire d'État au logement sous le ministère d'Alain Juppé. Aucun résultat. Aucun résultat. Donc on a bien en France un mécanisme fiscal qui produit l'explosion du prix du foncier, l'éviction de beaucoup de monde, et qui ne peut s'expliquer que par un phénomène de lobby. Alors, je n'ai pas l'expérience d'avoir été ministre du Logement, Dieu m'en préserve, mais je ne vois pas comment ça s'explique. Ça ne s'explique pas par l'économie traditionnelle de marché. Et les maires sont obligés, quelle que soit leur sensibilité, souvent, de mettre en place, Pierre-Henri l'a évoqué tout à l'heure, des mesures de régulation fortes. Donc je n'arrive pas à comprendre. Parce que derrière les 40 milliards de l'État, ou les 42 milliards de l'État, les collectivités participent à cela. Et si on voulait consolider la masse d'argent public qui va à l'accession, tous ces dispositifs qu'on a mis en place, sur coût foncier, Muriel, ce serait beaucoup plus que 42 milliards. Ça serait beaucoup plus. Qui pourrait être utilisé totalement autrement, pour faire des crèches, pour développer les transports, pour accélérer la transition énergétique. Je suis très très surpris. Rappelons que l'ancien président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Jean-Louis Nadal, a laissé un message au président de la République. Notre principal problème,
dans notre pays, ce sont les lobbies qui faussent une forme de concurrence pas pure et parfaite, ça n'existe pas. Parce que le logement, et vous le disiez, et l'un et l'autre, reste à la confluence de tous les enjeux de notre société, d'une part, et sûrement le premier obstacle ou le premier moyen de l'ascenseur social. Le premier obstacle à l'ascenseur social. Prenez le cas des jeunes dans lequel la région s'est profondément engagée. On a fait de la politique du logement des jeunes un axe depuis 2004. D'ailleurs, on a doublé le logement étudiant, il y a encore plein de choses à faire, et on le fait parfois avec les offices HLM. Mais on sait que le logement des jeunes pour poursuivre ses études en ville, entre guillemets, est essentiel. Qui n'a pas souvenir ici des galères que l'on a pu vivre, étudiant à Paris ou ailleurs, ou à Bordeaux, pour trouver un logement? Pourtant, ici, on a mis en place des dispositifs. Ça s'appelle un 2-toits que le gouvernement a repris, la garantie des loyers et des cautions. Ça s'appelle cette mixité pour les personnes qui ont des pièces vides et qui pourraient avoir des jeunes qui viennent habiter. J'avais essayé de le dire à Alain Juppé quand il était dans ses élections primaires. C'est dommage parce que peut-être que... Enfin bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Donc c'est ce point-là. Pourquoi la confluence de toutes les politiques? D'abord, et je parle sous le contrôle de Pascal Coste, mais d'autres élus du Lot-et-Garonne, cher Muriel, reconquête des centres-bourgs. Centre-bourg, c'est la première défense, peut-être la seule d'ailleurs avec l'usine et le centre de formation, pour éviter la déprise territoriale. Comment on reconquiert les centres-villes? Après avoir, disons-le entre nous quand même, pris nos propres responsabilités, parce que la signature, la protestation, mon centre-ville se vide, et puis en même temps je signe Casino, Intermarché, Leclerc, etc., à la périphérie, tant qu'on n'aura pas arrêté ça, et il va y avoir des friches importantes, des grandes surfaces commerciales, il y en a déjà, dans peu de temps. Parfois on arrive à les retourner et reconvertir. Mais prenez le centre-ville, petit bourg, il y a à la fois des logements, 2 étages souvent, il y a le commerce. Comment procède-t-on, si je vous livre cette question, mais la présidente de Mofrance la connaît et je la lui ai posée, avec qui puis-je travailler? Quel est l'opérateur? Et ça peut être une mission, je l'ai dit à Muriel aussi, ça peut être une mission des offices d'HLM. Je n'ai pas d'opérateur pour restructurer les centres-bourgs. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui peut acheter le pied de porte, le fonds de commerce, les logements en haut, et avoir une stratégie de réhabilitation, faut bien se mettre dans la tête que sur l'aspect rénovation énergétique, simplement sur cet aspect-là, on est en France, nous tous, c'est-à-dire État, collectivité locale, que dans l'incantation. Nous n'avons pas aujourd'hui le dispositif qui marche. Aucun gouvernement, n'a réussi à monter un dispositif. Aucune collectivité n'a réussi à le faire. Et on voit bien que le logement, là, il est dans la convergence, rénovation énergétique, changement, lutte contre le changement climatique, ou résilience au moins, et en même temps réanimation des centres-bourgs. Il en est de même pour les villes moyennes. Prenez Agen. Alors là, avec en plus un truc, moi, ça me gonfle. Je lance, en coopération avec les départements, reconquête des centres-bourgs, des villes moyennes, etc. Et l'État, 2 ans après, lance sa politique des petites villes, sa politique des villes moyennes. Et bien entendu, ils viennent me trouver, pour dire, dis donc, tu peux pas mettre 3 francs 6 sous. Enfin, ça c'est un autre problème.
Mais que l'État nous lâche là-dessus et nous dise c'est à vous, et je pense que c'est aux intercommunalités et aux maires qui sont les mieux placés, pas forcément à nous au niveau de la région, pour faire le job. Après, il faut qu'il y ait les moyens. Mais là aussi, quel est l'opérateur, hein? Autre convergence, le social, je parlais d'ascenseur social, je parlais d'accès, l'attractivité. Je prends, parce qu'elle le connaît bien, Ussel. Ussel, vous avez une superbe fonderie là-bas, extraordinaire, d'une propreté incroyable. On a l'impression qu'une fonderie, c'est... non. Ils font les pointes avant d'Ariane, notamment. C'est assez extraordinaire. Sauf que le gars, le patron de la boîte, n'arrive pas à recruter. Et que le maire est obligé de mettre à disposition, le cas échéant, de salariés qui viendraient, le village vacances pour le loger. Problème de logement pour l'attractivité des territoires. Et en même temps, vous avez aussi un discours, mais je sais que Pierre Urmic ne le tient pas, mais que j'ai vu refleurir. Oula, mais on a tellement de demandes de logements dans les métropoles qu'il faut construire et construire et construire encore. Et quand on construit et construit et construit encore, eh bien on vide les territoires. Il faut que les métropoles changent d'optique. Je n'ai jamais été pour, tu le sais, Pierre, sur cette idée de ville millionnaire. Parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde se pose la question du rapport entre l'habitat et le cadre de vie. Sinon, électoralement, ça finit mal. Enfin, pour certains et bien pour d'autres. Heureusement qu'il y a les masques, parce qu'on ne peut pas voir et les sourires et la gueule. Ça s'appelle la démocratie. Voilà. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai été éduqué par Pessac, qui est une ville singulière sur le plan de l'urbanisme et de l'habitat. Singulière. Et c'est les historiens qui travaillent avec moi sur le Festival du Finissoir, qui, je te l'avais dit, qui me l'avaient évoqué. C'est tous les quartiers importants ont été faits sous le contrôle des habitants. La cité Frugès, le Corbusier, les Castors et toutes les autres cités. Le mouvement, et je rappelle qu'à Pessac, pardon de réévoquer ma ville, les associations de quartier s'appellent syndicats de quartier. Il n'y a pas besoin de chercher très loin d'autres discours sur la démocratie directe ou participative. Et ceux qui ne l'ont pas compris se sont fait bananer. Pardonnez-moi l'expression. Mais en même temps, bâtir le cadre de vie avec les habitants, c'est passionnant. D'abord parce qu'on n'a pas toutes les idées nous-mêmes, quand on est maire ou quand on est... Et puis en même temps qu'il faut équilibrer. Il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des services, il faut qu'il y ait du logement. Parce que quand on fait ça, on raccourcit le délai de déplacement. C'est aussi simple que ça. Et puis que nous ne sommes pas une région où on accepte la surdensification, qu'elle soit horizontale ou verticale, par définition. Et que la défiscalisation, vous allez le voir, va amener des copropriétés dégradées dans moins de 10 ans. C'est d'une logique imparable. Et donc on va demander à Domo France, on va demander à Aquitanis, on va demander aux offices HLM, le maire va venir les voir en disant « Dis donc, tu ne peux pas me racheter ça ?» Propriétaire par propriétaire, en espérant qu'on saura qui est le propriétaire, parce qu'il est peut-être à Lille, à Lyon, ou il est peut-être parti à Genève, après avoir bénéficié de sa défiscalisation. C'est ça la chose qui est en train de se passer. Cette confluence,
c'est aussi le travail de tous nos artisans. Donc il y a un rôle économique du logement, y compris transition énergétique, expérimentation et développement du bois, auquel nous sommes attachés, première forêt d'Europe, dans le logement, captation du carbone. Et donc, c'est cette confluence que le logement nous apporte, cadre de vie, écologie, ascenseur social, réhabilitation de nos villes. C'est beau, non? Et puis pour terminer, non pas que je veuille flatter les HLM, parce que, je veux dire, tout le monde sait mon attachement, mais 70 à 80% des Français sont, éligibles. Pourquoi on va s'en mouscailler à aller chercher des investisseurs de Lille ou de Lyon pour venir nous empêtrer autour des bassins à flot? Non mais, quand même. Bon, peut-être que si ce que j'ai dit se sait, je recevrai un coup de fil, ça ne sera pas le premier, pour me dire ouais, vous n'auriez pas dû dire ça, hein. Parce qu'il l'a fait déjà. Mais bon, on s'aime bien, donc peut-être que maintenant, il ne le fera pas. Voilà. Je vous remercie. Bon congrès, Madame la Présidente. Merci.